Merci de nous rejoindre dans le débat du soir, mesdames et messieurs. L'actualité est marquée par un événement récent qui a retenu l'attention, l'appel à la mobilisation du collectif des organisations démocratiques du Bénin, le CODB, pour des manifestations pacifiques. Ces rassemblements visaient à exprimer des préoccupations concernant des prétendus enlèvements politiques et la situation générale des libertés afin de réclamer la libération des 10 détenus politiques et le retour de ceux qui se sont exilés. Cependant, le retour des observateurs et des médias semble indiquer un faible niveau de participation, voire un boycott de ces manifestations par une large partie de la population. Ce soir, nous allons nous interroger sur la signification de cette faible mobilisation. S'agit-il d'un simple manque de communication, d'une divergence d'appréciation de la situation par la population ou d'un véritable camouflet retentissant pour le CODB? Nous débattons du sujet avec vous, Innocent Godonou. Vous êtes journaliste et également enseignant. Bonsoir. Bonsoir Madame Touboula, bonsoir chez vous. Bonia Kanagono, vous êtes juriste, analyste politique. Bonsoir. Angel, bonsoir. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Et enfin, Julio Tometti, juriste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous aurons un second sujet, mesdames et messieurs. Allez, on démarre déjà par cet appel à manifestation qui n'a apparemment pas fait, puisqu'on apprend que très peu de Béninois sont sortis. Le matinal, en chiffrant, parle d'une quinzaine de personnes qui ont répondu à l'invitation. Bonia Kanagono, sous quel prisme vous analysez ce fait qu'on peut interpréter presque comme un flop? Alors, il faut commencer par dire que le CODB est on va dire une organisation qui n'est pas forcément d'accord avec la politique actuelle qui se fait, enfin, la manière de gouverner le pays. Aujourd'hui, cette organisation n'est pas forcément d'accord et donc parfois ils prennent des positions. Vous la connaissez? Bon, pas tellement, j'entends parler. Évidemment, de toutes les façons, les quelques recherches que nous avons faites dans ce sens-là ont montré que c'est une organisation qui n'est pas forcément d'accord avec la politique gouvernementale actuelle et donc ils prennent régulièrement des positions qui sont totalement à l'antipode de ce que fait le gouvernement actuellement. Et donc, je crois que c'est dans cet élan-là qu'ils ont voulu faire marcher le peuple pour certainement faire savoir un certain nombre de désapprobations dont ils se réclament évidemment donc d'une obédience qui n'est pas forcément d'accord avec ce qui se fait. Donc, ils ont voulu organiser quelque chose comme ça pour marquer le pas, pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ça a pris? Est-ce que c'est un camouflet retentissant comme vous l'avez dit? Ça semble être le cas pour plusieurs raisons. Primo, c'est qu'il n'y a pas eu de mobilisation, les gens ne sont pas sortis. Deuxièmement, on a comme l'impression que les uns et les autres ont compris que ou par un simple mot d'ordre ou par quelques appels isolés, ça et là, le peuple pouvait se mobiliser. J'ai compris que cette ère-là est déjà désormais derrière nous. Les uns et les autres ont pris conscience de ce que la rue aujourd'hui n'est pas forcément la solution appropriée, n'est-ce pas, pour se faire entendre. Et mieux, ceux qui faisaient globalement la consistance de ce type de comportement autrefois, c'est les jeunes. Et aujourd'hui, dont je fais partie, c'est vrai que moi je n'ai jamais marché pour quelqu'un, mais les jeunes aujourd'hui font la consistance autrefois de ce type de comportement-là. Aujourd'hui, on a compris que les jeunes ont leurs priorités. Aujourd'hui, ils veulent plutôt des opportunités. Ils veulent qu'on ait des solutions concrètes à leurs problèmes. Le jeune pense à son quotidien, donc aujourd'hui n'est plus prêt à se mettre dans la rue pour exprimer un quelconque besoin. On a comme l'impression que ces jeunes-là ont compris, ils ont pris conscience. Et dans l'ensemble, il faut dire que ce désintérêt n'est pas forcément un silence innocent. On va peut-être dire que c'est une prise de conscience collective, de responsabilité et de changement de paradigme dans l'expression qu'est le fait de dire je ne suis pas d'accord. Les uns et les autres ont compris que
c'est-à-dire dire je ne suis pas d'accord aujourd'hui n'est pas forcément aller dans la rue. Voilà. Allez, Innocent Godono, la même question pour vous. Serait-ce aussi à votre lecture une prise de connaissance ou de conscience collective quand on se réfère justement à cette mobilisation qui n'a pas pris? Mais la vraie question qu'il faille se poser, est-ce que cette organisation a travaillé à la mobilisation des militants ou bien à la démobilisation? Moi, je pense plutôt que c'est à la démobilisation. Parce que depuis 2016, il y a une rupture. Il y a une rupture, et comme l'a annoncé mon prédécesseur, il y a un changement de paradigme. Et les gens ne se sont pas adaptés véritablement à la nouvelle donne. C'est-à-dire la nouvelle donne n'est plus de battre le macadam. Ce qu'il faut réellement faire un combat d'idées. Et on voit que cette organisation n'a réellement pas trouvé les ressources nécessaires, les arguments nécessaires pour mobiliser au fait les partisans à leur cause. Pourtant, le contenu de, je ne sais pas si tu dois appeler ça revendication, en tout cas le motif de la mobilisation. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que chacun ne doit pas, est-ce qu'on ne va pas assumer ses responsabilités? Quand vous vous retrouvez à l'extérieur et vous commencez par tirer sur le gouvernement, vous devez être à même de répondre à vos allégations d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, certes, le principe, la principale cause, c'est qu'il y a les enlèvements, les rapts transfrontaliers, il y a la détention, en fait, les détenus politiques. Mais aujourd'hui, vous le savez très bien, en 2016, dans le discours programme du chef de l'État, il parle de la restauration du pouvoir de l'État. Quand on parle de la restauration du pouvoir de l'État, l'État a une puissance. Et l'État doit pouvoir réglementer ce qu'on appelle la démocratie. Plusieurs longtemps, nous avons vécu en deux mondes, c'est-à-dire le monde de libertinage où, pour manifester ses droits, il faut commencer par crier n'importe comment. Mais à partir de 2016, les choses ont changé et on doit s'adapter véritablement à cette réalité-là. Je pense que ceux-là qui sont en train de démobiliser, parce que moi je ne parle pas de mobilisation, puisqu'ils n'ont pas réellement trouvé la stratégie nécessaire pour pouvoir rallier au fait leurs partisans à leur cause. Donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à la mobilisation idéologique, puisqu'il faut impacter ces partisans et pouvoir leur inculquer nécessairement justement les ressources qu'il faut pour pouvoir revendiquer. Mais voilà qu'aujourd'hui, les choses ont changé et il y a des gens qui sont encore nostalgiques de ce passé. Ce passé de, je peux dire, un peu de pagaille, comme le chef de l'État l'a dit, que le Bénin est un pays de pagaille. Dans cette pagaille-là, il faut que ça s'arrête et que les gens aillent véritablement au combat des idées et non les gesticulations qu'on constate un peu partout. Alors, Julio Tometti, quel a été concrètement le problème à votre lecture, à vous? Une précipitation dans la mobilisation ou réellement un désintérêt des citoyens qui ne se retrouvent pas forcément dans cette cause à défendre? Madame Angèle, je veux pousser l'analyse plus loin pour dire ou affirmer que nous sommes en train d'assister à un déclin total en fait des mouvements syndicalistes. Quand je dis un déclin des mouvements syndicalistes, c'est en voyant en fait les acteurs qui sont en fait dans ce collectif comment dire de CODB. Pour dire, quand vous le voyez, Maître Aboubakar Baparapé, c'est-à-dire les derniers rescapés du PCB, vous voyez les Kassa Mampo, vous voyez Damien Degbe, vous voyez Dame, comment on appelle, j'ai oublié son nom, Emma Timpaou. Ce sont pour la plupart des acteurs du monde syndicaliste. Et vous allez constater qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas présents dans cette liste-là. À savoir par exemple la CSA. Et donc je me dis, sans doute, ces acteurs auraient préféré prendre par, comment on appelle, le syndicalisme pour opérer un certain nombre de revendications. Sauf que les syndicats aussi sur le terrain n'arrivaient plus à mobiliser. Qu'ils vous souviennent, la dernière mobilisation que les syndicats ont lancée, ça fait un peu plus d'une année maintenant, ils n'ont pas pu en fait mobiliser la masse et ce sont finalement les badauds qu'ils ont appelé la cause. Et quand on les a pris, c'est-à-dire quand on a fait les tests, on a vu des gens qui étaient sur le coup des stupéfiants ou autres. Vous vous rappelez un peu de ce que cela avait donné entre-temps. Et donc,
le syndicalisme perdant du terrain ne donne plus l'écho nécessaire pour la mobilisation par rapport à un certain nombre de revendications, les gens ont dû se réunir dans une forme sporadique d'organisation qu'ils ont appelée le CO, comment dire, le collectif des organisations démocratiques du Bénin. C'est une organisation de fait. Moi, j'ai cherché à fouiller un peu. Ça n'existe pas légalement en fait dans les registres en fait des associations reconnues. Donc c'est un mouvement de fait. Et c'est vrai, la loi ne l'a pas interdit. Ça ne peut être que ce que vous avez observé là. Quant à la mobilisation, comme je disais tantôt, vous avez les Béninois ont compris qu'on ne se jette plus dans n'importe quoi et qu'on ne suit plus n'importe qui. Quand bien même sur un certain nombre d'aspects, on peut ne pas être d'accord. Et ça, je m'étonne de voir que sous la bannière de ce qu'un compatriote qui est sous le coup d'un certain nombre de poursuites, c'est-à-dire on a parlé de kidnapping, et en même temps ils ont ajouté des exilés politiques, des détenus politiques, pour une affaire qui est encore en instance, et il y a parmi eux, en fait, un avocat qui est dans cette procédure et qui est dans un mouvement, en fait, pour appeler à une manifestation publique pour une affaire pendante devant les juridictions. Bon, dit comme ça, c'est tout comme si c'est que l'affaire, hein, Julio Tometti. Non, c'est pourquoi je vous explique. C'est un tout. Non, ce tout-là, comment ça s'explique? On n'a pas voulu prendre l'affaire Hugues Clément Sous-Soupe. Ils ont mis en premier lieu kidnapping. Et ils ont voulu, en fait, pour emballer, ajouter, comment on appelle ça, détenus politiques, exilés politiques. Sinon, le fait, d'accord, qui a fait naître ce mouvement revendicatif, c'est bien entendu l'affaire de l'extradition de nos compatriotes Hugues Clément Sous-Soupe. Et c'est pourquoi j'insiste encore en disant, ça me fait mal, d'accord, en tant que juriste, de voir un avocat respecté de ce rang. C'est vrai, il se jette dans tout et dans toutes les affaires. Il faudrait simplement que ça ait mis en cause, en fait, le gouvernement ou l'État et mettre Aboubakar Parapé partout, avec peut-être même des fois des erreurs d'une certaine façon. On ne va pas faire une fixation sur lui. Il n'y a pas que lui dans le collectif. Non, il n'y a pas que lui, mais lui, de son statut, d'accord, d'avocat est parti à cette affaire-là, ne devrait pas se retrouver dans une telle organisation pour appeler à une manifestation publique. Et je pense en fait, d'une manière ou d'une autre, quand cela arrivera, chacun répondra de ses actes. Et donc, ce n'est pas tout. Vous aurez dû constater que non, ce n'est pas tout qu'on peut gérer avec la dernière rigueur. Sinon, en fait, certaines personnes auraient dû donc ne plus, d'une certaine façon, peut-être reconnaître la limite de leur prérogative. Je vais le dire comme ça pour faire court. Et donc, de ce point de vue, vous aurez dû constater que le Béninois ne se jette plus dans rien, ne se fait plus manipuler par qui dame qui vient sur la place publique appeler à une manifestation. On peut élever des réserves, mais laisser en fait les forces républicaines faire leur travail comme cela se doit. Et c'est la manifestation de ce que nous avons vu. Moi j'ai vu le truc là, je m'attendais à au moins en faire une certaine mobilisation, mais j'ai vu des jeux de petits enfants, même une quinzaine, je me disais que c'était moins qu'une famille. C'est comme si les intéressés même n'arrivent pas à mobiliser même leurs proches, leurs amis, leurs copains, leurs femmes, leurs enfants, parce que sinon on n'aurait pas eu les images qu'on a eues là, parce que c'était une annonce à grand renfort. Et quand vous voyez les personnages, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du déclin des mouvements syndicalistes. Quand vous voyez Kassa Mampo, quand vous voyez Laurent Métoyon, quand vous voyez Damien Degbé, ceux-là, et que c'est à cette mobilisation dont on a eu tout là, ça veut dire que véritablement le monde syndicaliste gagnerait à repenser, et comme nous l'avions entendu par le passé, parce qu'il y a un de leurs qui se distingue d'une manière ou d'une autre, et bien heureusement, on ne l'a pas vu en fait dans cette aventure-là. Boniak, Anagono, si on revient à l'objet même de la manifestation, on retiendra, Julie le disait, que ce sont les mêmes revendications, le même chapelet de revendications que cite l'opposition. Même dans sa dernière sortie, par exemple, les membres du cadre de concertation sont revenus là-dessus pour demander au chef de l'État de faire un geste utile dans le cadre de la dernière célébration, en tout cas de la dernière organisation du 1er août sous son magistère. Alors, au vu de cette réaction des citoyens à l'appel de ce collectif, cette revendication politique des libérations de 10 détenus et de retour des exilés devait-elle désormais être considérée comme un contenu sans intérêt pour les citoyens béninois au vu de ce dont on parle? Au fond, le dire ainsi pourrait peut-être prêter à confusion. Moi, je voudrais
qu'on commence par comprendre que dans une démocratie, est-ce que ce type d'organisation est-il autorisé? Oui, c'est autorisé. Est-ce que quand vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous êtes autorisé à le dire? Oui, vous êtes autorisé à le dire. Mais est-ce que les moyens d'atteindre utilisés pour avoir gain de cause, est-ce que ces moyens-là sont toujours d'actualité? La réponse est non. Et puis nous l'avons visiblement constaté. Que vous ne soyez pas d'accord avec quelque chose, aujourd'hui, le style dans lequel vous allez lui dire doit être un style un peu plus élégant. Et là, vous verrez que le peuple sera avec vous. Aujourd'hui, nous avons constaté de façon claire que le peuple a, on va dire, a gardé silence. Pas parce que le peuple n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il revendique. Mais le peuple a choisi aujourd'hui la paix, la sécurité, mais surtout la responsabilité. La responsabilité. Donc, ce n'est pas parce que le peuple n'est pas sorti aujourd'hui en adoptant une posture un peu plus apaisée que le peuple ne veut pas que, si vous voulez, hein, les 10 exilés politiques soient libérés, que le peuple ne veut pas que ceux qui sont en dehors de la République reviennent. Absolument pas. Seulement, nous devons constater qu'il y a eu un désaccord clair sur la façon dont la revendication doit être menée. Aujourd'hui, les citoyens béninois ont compris que ce n'est plus la rue la solution, mais c'est le raisonnement cohérent, les débats d'idées, et s'adresser à qui peut le faire dans une certaine style, hein, qui pourra donner gain de cause. Donc, en gros, il faut dire que les revendications restent légitimes, parce que c'est évidemment des enfants de ce Bénin-là qui sont en prison, c'est des enfants de ce Bénin-là qui sont hors du pays. C'est normal que d'autres enfants du même pays disent on souhaite qu'ils reviennent, mais c'est la façon de le dire qui fera si le peuple doit les suivre ou ne doit pas les suivre. Mais aujourd'hui, le peuple a fait son choix de façon claire. Il n'y aura plus le désordre que nous avons connu d'attendre. Vous avez le droit de dire je ne suis pas d'accord, mais vous avez aussi le droit de le dire de façon élégante. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous le dites de façon élégante, vous aurez le peuple derrière vous. Écoutez, regardez en France par exemple, quand une loi a été votée, pour peu que les gens ne soient pas d'accord, les gens ont initié une certaine, je ne sais pas comment vous l'appelez, les gens signent les trucs en ligne là, c'est pas une pétition, hein, et puis en moins de 24 heures, il y a près de 1 500 000 pétitions signées. Et quand c'est comme ça, un gouvernement responsable doit reculer, parce que là, c'est une expression, n'est-ce pas, populaire, et tout de suite. Donc on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de détruire les biens publics, on n'a pas besoin de faire de la violence. Non mais écoutez, on a connu ça. On a connu ça dans ce coton-là. Vous avez vu des gens brûler, même des véhicules des sapeurs-pompiers, les biens privés brûlés parce qu'on n'était pas d'accord avec quelque chose. Donc, il faut comprendre que vous avez le droit de dire vous n'êtes pas d'accord parce que nous sommes dans une démocratie. Vous avez le droit également de le dire dans une certaine élégance pour avoir une adhésion populaire, parce qu'aujourd'hui, le peuple béninois a compris que avoir gain de cause n'est pas forcément dans la rue, mais il faut le faire de façon élégante. Et en le faisant ainsi, et ça c'est pour terminer, le peuple a choisi la paix, la sécurité, le progrès, le développement axé sur les résultats, mais surtout le peuple a choisi la responsabilité. Donc pour vous, c'est beaucoup plus la manière que dans le contenu. Alors, Innocent Godonou, je ne sais pas si vous partagez la même analyse. Je demandais si cette abstention des citoyens béninois à participer à cette manifestation devrait être considéré comme un contenu sans intérêt pour eux. Pour Boniek, c'est beaucoup plus dans la manière, dans le contenu pour vous. Non, je pense qu'en réalité que ces revendications sont légitimes. Parce que nous tous aussi qui sommes ici, on a aussi à cœur de dire, bon, ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent rentrer. Ceux qui sont détenus politiquement, encore que bon, il va falloir prouver aussi qu'ils sont des détenus politiques, de les libérer. C'est ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous devons aussi nous rendre compte que la responsabilité a un prix à payer. Et la stratégie, c'est qu'en fait, on doit changer de stratégie. On doit améliorer les stratégies. On doit progresser. Aujourd'hui, maintenant, la jeunesse a besoin de leadership. La jeunesse a besoin des séminaires où on va leur apprendre véritablement à comment adopter une vision et travailler pour la réalisation de cette vision. La jeunesse n'a plus besoin de violence. La jeunesse n'a pas besoin des manifestations, des démonstrations de force comme on a l'habitude de le faire.
comme je le dis, il y a une continuité idéologique qui s'instaure depuis 2016 et nous devons nous adapter. Au fait, aujourd'hui, il faut comprendre que je parle des nostalgiques, c'est-à-dire ceux-là qui sont habitués à ce système de ras-le-bol, on fait du bruit, et même à l'Assemblée nationale, un peu partout dans les institutions. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup plus de discipline, la discipline républicaine. Et c'est ça qui est incarné par le gouvernement en place. Et nous devons rester dans cet ordre-là, parce que même vous voyez, Dieu même a réglementé l'existence de l'homme. C'est-à-dire que la liberté est conditionnée. Il y a certaines choses que nous devons faire aussi dans la vie. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Donc déjà, si même dans l'existence, il y a déjà des limites, nous devons pouvoir nous y adapter. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse a compris que le gouvernement qui se met en place construit le pays. Dans l'élégance, surtout dans le silence, les choses se font et dans la diplomatie. Et donc, nous devons rester dans cette logique-là aussi. Il ne faut pas que nous puissions briser au fait, l'énergie, au fait, l'élan qui est en cours. Et parce que, bon, on était déjà habitué à ce système. Il faut quand même qu'on change. Donc, c'est ce changement-là qui est appelé. Et le camp d'en face, c'est-à-dire les amis d'enfance, où je parle, au fait, de ceux qui composent je pense que c'est le CODB. Le collectif des organisations démocratiques du Bénin. Oui, il doit pouvoir changer de paradigme et accompagner, puisque après tout, le développement de la nation, c'est la préoccupation collective, c'est la préoccupation de tout le monde. Donc, est-ce qu'il faut construire la nation tout en marchant tout le temps? Parce que ces marches-là ont montré leurs limites. Les grèves ont montré leurs limites. Aujourd'hui, c'est des combats qui sont axés sur l'action, sur les actions, sur la vision, sur les idées de développement, les idées novatrices. Et je pense que l'opposition, ou ceux qui se revendiquent de l'opposition à travers cette organisation-là, doivent rester dans cette... Attention, ils n'ont pas dit qu'ils sont de l'opposition. Bon, d'accord, c'est une façon de parler. Bien. Mais quand on voit aussi les stratégies mises en place, les actions qu'ils mènent, c'est-à-dire qu'ils ont une autre vision, Ils ont une autre vision par rapport au pouvoir en place. Donc, on pourrait plus dire, si vous ne voulez pas dire opposition, donc ils sont alors des dissidents. D'accord, voilà. Bon, c'est à votre lecture. Ils doivent travailler à changer plutôt la conscience collective que de travailler à nous mettre sur les nerfs tout le temps. Alors, peut-être que le lapsus de Innocent est révélateur, puisque le contenu des doléances est le même. Est-ce que cela, justement, Julio Tometti, cette abstention devrait inspirer l'opposition qui récite également tout le temps ce chapelet, on l'a encore entendu, à travers cette déclaration du cadre de concertation des forces de l'opposition mardi dernier? Non, vous m'amenez à parler de l'opposition. Ce n'est pas le sujet, mais j'avais à parler rapidement. Vous savez, depuis quelque temps, vous savez, notre opposition ne fait que ressasser ce que certaines organisations ou associations de la société civile ou ce que certaines élites disent sur la place publique, ne fait que les répéter, ne fait que les ressasser. De sorte que ça risque de prêter à confusion. On pourrait croire que ces organisations, ces associations travailleraient en fait à donner des éléments de langage pour l'opposition, alors que en fait dans les textes il est interdit à ces organisations, et ça a été répété dernièrement dans la dernière loi promulguée hier ou avant-hier sur les associations, sur la loi 2025-9 sur les associations et organisations, que les associations et organisations doivent s'abstenir de prendre des positions politiques. Ça a été clairement dit. Et donc, de ce point de vue, si nous continuons comme ça, nous risquons de mélanger et opposition politique et organisation syndicale ou organisation de défense des droits de l'homme, quel que soit ce qu'on peut les appeler d'une certaine façon. C'est pourquoi on a l'impression que l'opposition manque de contenu et nous n'entendons que les mêmes sons de cloche toutes les fois. Vous savez, sur beaucoup de plans, vous n'avez pas vu sortir des éléments
qui animent en fait le débat politique ou sur des matières économiques, environnement, sur des thématiques qui pourraient intéresser, vous n'entendrez pas. On surfe simplement. J'ai même presque l'habitude de dire que l'opposition check en fait simplement les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit quotidiennement et qu'est-ce que nous voulons prendre dedans, parce qu'ils se disent peut-être qu'il faut aller dans le sens de l'opinion populaire défavorable à la gouvernance pour avoir un certain écho. Et donc la construction interne même de ces partis d'opposition-là ne donne plus matière en fait sur la place publique, alors que c'est sur la base de ce qu'ils nous auraient sorti, des propositions d'alternatives de gouvernance qu'ils nous auraient sorti, que nous pouvons avoir véritablement des débats citoyens, des débats de gouvernance et non des débats de personnes. Comme quoi Patrice Talon est mauvais, on a fait ci, on a envoyé des gens en exil, on a mis des gens en prison, et c'est le même débat que l'on ressasse. Et donc, on a presque l'impression, comme je disais tantôt, qu'il y a une sorte de confusion de rôle. Donc, les associations et organisations doivent très vite se démarquer ou, bon, je ne vais pas se ressaisir, parce que la liberté d'expression ou de manifestation demeure un droit, mais ça doit être fait en respect, en fait, des lois et règlements, traités et accords internationaux auxquels le Bénin est parti. Et ce qui est peut-être paradoxal, je ne vous coupe pas, c'est qu'ils expriment, ils manifestent contre la restriction des libertés. Pourtant, la manifestation est une expression de liberté. Vous pouvez continuer. Oui, la manifestation... Vous pouvez continuer. La manifestation est une expression de liberté qui, malheureusement, n'a pas eu écho. Pourquoi? Madame Angèle, vous savez, lorsque vous faites une manifestation et qui, par exemple, dégénère, vous, même quand même vous serez d'accord avec les causes que ce collectif d'organisation de France, comment dire, de la démocratie, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils pourront garantir, en fait, une manifestation pacifique dans laquelle il n'y aurait pas de dérapage? Est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'ils aient l'encadrement sécuritaire nécessaire pour votre sécurité et pour la sécurité des autres usagers? Est-ce que vous avez cette garantie? Quand vous n'avez pas cette garantie, vous ne vous mettez pas dans du n'importe quoi. C'est ça, en fait. J'ai le sentiment que les Béninois ont compris, que la jeunesse de ce pays ont compris, et donc chacun est resté silencieux. Cet appel est resté lettre morte entre les lèvres de ceux qui les ont exprimés, et ça a été le résultat. Et donc moi je voudrais saluer la clairvoyance du peuple béninois, la clairvoyance de la jeunesse béninoise qui entre-temps pouvait se mettre très vite dans la rue. Et je salue aussi en fait nos gouvernants qui ont travaillé, d'accord, dans la sensibilisation et dans la répression à montrer à chacun sa place dans la République en respect des règles et des lois et règlements. Voilà, après avoir apprécié donc cette situation, ce boycott de la manifestation du CEDB, le collectif des organisations démocratiques du Bénin, il est temps pour nous maintenant de nous tourner vers une actualité bien plus concrète et porteuse peut-être d'espoir pour les Béninois. Le gouvernement continue d'œuvrer pour le bien-être des citoyens, et la récente décision concernant le dispositif pour la sécurité des patients au Bénin en est une preuve éclatante. Le texte annoncé en Conseil des ministres le 23 juillet et initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé fixe les normes à respecter les critères essentiels d'évaluation opposables à tous les acteurs des formations sanitaires publiques et privées. Nous allons maintenant explorer, si vous le permettez, comment ce levier essentiel vise à rétablir la confiance et à garantir l'excellence des soins pour tous. Alors, messieurs, je vais commencer par vous, monsieur Anagonou. Peut-être, comment percevez-vous cette initiative du gouvernement en matière de santé publique? D'emblée, Angèle, je dois vous dire que c'est une réponse, si vous voulez, politique à un besoin social urgent. Parce que vous savez, c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est ce qui a toujours été, c'est ce qui a toujours eu droit de citer. Pas dans l'absolu, mais nous l'avons constaté. Je crois qu'il y a 2 ans, pour une négligence technique des agents donc du CNHU, nous avons perdu des compatriotes. Donc il fallait que le gouvernement rappelle à tous et à chacun que oui, vous travaillez pour la République. Oui, votre travail, il est difficile, mais vous devez être totalement
performant, responsable pour que les causes de décès, par exemple, ne soient pas du fait de votre négligence. Et c'est pourquoi je dis que c'est une réponse politique à un besoin social urgent. Vous savez, aujourd'hui, en se comportant ainsi ou en initiant un tel projet, c'est que le gouvernement veut mettre chacun dans la plénitude de sa responsabilité. Aujourd'hui, le gouvernement travaille à faire en sorte que vous soyez un patient dans une clinique privée ou que vous soyez un patient dans un dispensaire rural, que vous ayez le même traitement, que le médecin qui doit vous soigner sache qu'en cas de manquement à ses obligations, eh bien, la rigueur de la loi lui sera appliquée. Donc c'est factuel. Je suis formel là-dessus. C'est une réponse politique à un besoin social urgent. Innocent Godonou, une réponse politique à un besoin social? Oui, ben, c'est que depuis 2016, il y a des réformes qui s'enchaînent. Et avant 2016, pour nous, dans l'imaginaire du Béninois, c'est-à-dire que quand tu es admis dans un hôpital, on se dit, ben, on a 50% d'avoir la guérison. Parce que là, il y a une crise de confiance entre le patient, entre les usagers et aussi les praticiens de la santé. Donc pour nous, la santé publique, surtout dans les hôpitaux publics, on se disait, bon, je dis avant 2016, on se disait, bon, peut-être c'est des cimetières vivants ou bien quelque chose du genre. Donc on n'était pas sûr. On n'est pas sûr d'avoir gain de cause. Et parce que ça se comprend. Quand vous prenez le personnel soignant, il y a un délaissement total. On fait le travail comme on veut. Il y avait de la pagaille. Il n'y avait pas réellement du professionnalisme. Et là, les réformes qui a visé à installer en fait, l'autorité de régulation du secteur de la santé fait un travail énorme. Aujourd'hui, je peux dire, moi, en tant que citoyen, j'ai pu comprendre que dans les hôpitaux, il y a eu beaucoup de progrès. La façon dont on conçoit, on voit le malade, on voit le patient, pardon, est différent. Et le traitement même. Aujourd'hui, le médecin comprend ce qu'on appelle le sermon d'Hippocrate et il le réalise super bien à travers ce qu'il fait. Moi, personnellement, à plusieurs fois, j'ai bénéficié des services de soins. J'ai vu quand même que l'approche, la qualité y est. Et puis le soin, la considération, la façon dont on est abordé. Déjà, est-ce que vous savez même que le patient est à moitié guéri quand il est bien accueilli déjà dans un hôpital? Donc, les infections qu'on peut dire, bon, les infections au niveau des services de santé sont en train de disparaître parce qu'avant, il y avait manque d'hygiène. Il y avait tellement de problèmes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une nette différence et on ne peut que louer en fait, le gouvernement en place qui fait un travail de remise à niveau, de prise de confiance et vis-à-vis des usagers, aussi le corps médical. Aujourd'hui, je dis surtout, il y a un point essentiel, c'est que il y a une certaine transparence même au niveau des tarifs. Je me rappelle, je prends un exemple personnel. Pour la dernière fois, je pense en 2022, où j'ai été à l'hôpital, et mon épouse devait accoucher, il y a de la transparence déjà dans les frais. On voit afficher, il y a une grille tarifaire qui est affichée. Donc, tous les prix qu'on vous donne, vous pouvez aller consulter cela. Et donc, je pense qu'il y a un progrès significatif qui a été réalisé dans ce sens-là. Et le gouvernement travaille toujours pour le bien-être des administrés, en fait, des citoyens. Bien sûr. Et il faut dire que depuis quelques mois, chaque conseil des ministres presque s'occupe du secteur de la santé. Le plus récent, d'ailleurs, a parlé donc de l'organisation des ordres de médecins, de pharmaciens et d'autres. Mais la décision dont nous parlons, Julien Otometi, ce soir, vise la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins et un regain de la confiance des populations. Concrètement, selon vous, comment une telle réglementation peut transformer l'expérience des patients et restaurer également leur confiance dans les établissements sanitaires au Bénin? Et bien sûr, vous faites bien de le rappeler. Il s'agit de diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins.
Il s'agit de l'amélioration de la qualité du soin et qui ont pour conséquence le rétablissement d'une certaine confiance en fait vis-à-vis des usagers de nos centres hospitaliers. Et vous le savez très bien, ce n'est jamais une joie pour quelqu'un de se retrouver à l'hôpital. Vous souffrez d'une affection, mais vous avez un second mal. Quand vous vous rendez dans un hôpital ou dans un centre hospitalier, vous craignez comment on va vous accueillir, vous craignez si on va vous offrir de meilleurs soins, vous craignez si vous n'allez pas sortir avec des séquelles des fois plus graves que les affections qui vous ont amené. Et cela peut tel que vous le dites, c'est tout comme si les agents de santé sont des bourreaux dans les hôpitaux. Non, pas qu'ils soient des bourreaux, mais le cadre institutionnel, le cadre réglementaire fait que les choses ne sont pas forcément faites comme cela se doit. Et dans tout groupe, dans toute profession, excusez-moi de le dire, il y a des brebis galeuses. C'est-à-dire qu'il y a forcément, en fait, sur 1000, d'accord, je pourrais le dire comme ça, une ou deux personnes, de par, en fait, leur méconnaissance, de par leur manque de volonté, de par leur manque de professionnalisme, en fait, peut, d'une manière ou d'une autre, jeter le problème sur le travail de toute une profession. En vérité, c'est de ça qu'il est question. Vous avez appris la dernière fois, parce que moi, je suis régulièrement les audiences à la Criette, des gens qui se sont organisés pour surfacturer des frais, ils sont au nombre de 4, donc de cette pratique-là, ça ne manque pas. Les soins que vous pouvez avoir à un certain montant réglementairement, Godolon disait tout à l'heure qu'il y a transparence, mais les gens nourrissent toujours, en fait, ces jeux de couloir-là, des surfacturations inexpliquées d'une certaine façon. Vous amenez votre patient aux soins, on sait que tel élément n'est pas utile pour lui, mais on lui prescrit ça, il soit détourné pour soigner quelqu'un d'autre, contre de l'extrait sonore télévision. Nous savons que ces pratiques-là existent. Et donc, pour un gouvernement, après avoir réglementé le cadre institutionnel, vous avez vu comment on a commencé pour avoir du personnel disponible pour nos centres de santé. On a dû dire à un moment donné, vous avez à choisir entre les hôpitaux publics ou servir en clientèle privée. On a amélioré, en fait, le plateau technique. On a construit de nouveaux hôpitaux. On a renforcé les hôpitaux de zone. On a travaillé à recruter massivement, en fait, médecins, docteurs, infirmiers, tout et tout quoi. Nos écoles de formation, INMES et autres, se sont trouvées renforcées. On est même en train de créer actuellement, en fait, une autre. Nous avons vu lors de relevé du conseil, ça fait 1 ou 2 mois, qu'il y a une nouvelle école, en fait, de paramédicaux qui est en train d'être mise en place. On ne peut pas faire tout ça et laisser, en fait, les pratiques nuisibles encore au sein de l'ensemble du santé. J'oubliais le secteur pharmaceutique. Tout ce qui a été fait, la réforme des ordres d'une manière ou d'une autre, tout ça, quand on met tout ça ensemble, c'est une chaîne qui contribue en fin de compte à offrir de meilleures qualités aux patients et à leur donner la garantie, la confiance de ce que c'est vrai. Je disais tantôt, on ne va pas, avec joie dans un hôpital, mais en allant dans un hôpital, on aura tout au moins la certitude d'être bien traité. On aura la certitude de recouvrer sa santé. On a la certitude de ne pas être grillé, de ne pas tomber, excusez-moi, sur des agents du mal d'une certaine façon. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on va inclure réglementation et ce que nous notons va inclure en fait une certaine déontologie. Les gens seront amenés à se surveiller, les gens seront amenés à se rappeler, à se sensibiliser, à se rappeler quotidiennement des règles et si possible à dénoncer pour que les brebis galeuses qui se cachent en fait dans les rangs de nos vaillants agents de santé soient sortis du lot, pour que la profession soit davantage anoblie et pour que quand nous voyons en fait les médecins ou bien les gens de santé, ils nous apparaissent comme nos sauveurs. Parce que quelqu'un le dit, j'ai lu un auteur, ceux qui nous préservent, ceux qui préservent notre vie, à part Dieu, à part les forces que nous ne connaissons pas, ce sont bien entendu les agents de santé. C'est tout le système sanitaire. Et pour un gouvernement sérieux qui veut bâtir aujourd'hui et pour demain dans la prospective, on doit tout faire pour nous assurer les meilleures qualités de soins et de bien-être sanitaire. Et c'est de ça, véritablement, qu'il est question. Donc, vous l'avez noté, il n'y a pas, entre 2 ou 3 conseils de ministres, que vous ne verrez pas, en fait, des mesures prises dans le secteur sanitaire d'une certaine façon. Et donc, de ce point de vue, on ne peut qu'encourager, en fait, le gouvernement dans ce qu'il fait et
encourager et remercier aussi les gens de santé et les appeler simplement à plus de professionnalisme en comptant sur le fait que tout le mécanisme, l'attelage mis en place, leur favorisera davantage le travail parce que nous avons parlé tantôt de cadre de travail, de plateau technique et autres. Il y a beaucoup de choses que eux-mêmes ils reprochaient au centre de santé parce que vous entendez des médecins dire je veux sauver mais je n'ai pas les moyens de travailler. Aujourd'hui les moyens sont et donc il faut travailler sur l'homme en changeant les comportements. Et quand on parle de normes à respecter et de critères d'évaluation, ça implique contrôle et c'est peut-être là que l'autorité de régulation du secteur de santé a du travail. Évidemment, à partir du moment où le dispositif est mis en place, forcément, ce gouvernement-là, que je connais de rigoureux, de sérieux, doit pouvoir travailler à ce que, de façon périodique, l'on puisse faire le checking, que l'on puisse voir si le dispositif qui est mis en place est huilé. Est-ce que ce dispositif-là fonctionne correctement? Mais il faut dire, si vous le permettez, il faut dire que le test a deux objectifs. Le test vise d'abord à renforcer la confiance, n'est-ce pas, du citoyen dans sa, si vous voulez, dans ces centres de santé là. Et puis ensuite, le test vise à rappeler aux agents de santé que vous avez l'obligation de bien faire votre travail. Vous n'êtes pas Dieu. Si par la force des choses, le patient part, on va constater, mais que ce ne soit pas de votre fait, de votre négligence, de votre non-professionnalisme qu'on ait des dégâts. Donc le test a aussi ce rôle-là. Et il faut dire, le gouvernement en se comportant ainsi, évidemment, travaille à envoyer un message à l'extérieur. C'est-à-dire que les choses ont changé véritablement dans la République. Aujourd'hui, le message que nous envoyons en nous comportant ainsi à travers le gouvernement, c'est que le Bénin qui se développe est un Bénin qui se développe en mettant le citoyen au cœur de ce développement-là, parce que justement, toutes les infrastructures que nous voyons, qui est visible, qui est touchable, ces infrastructures-là ne seront utilisées que des personnes en vie. Oui. Et pour qu'il y ait des personnes en vie, il faut que le plateau technique qui est mis en place, dans lequel nous avons mis beaucoup de moyens, il faut que ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, d'utiliser ces moyens-là, l'utilisent à bon escient et dans un professionnalisme irréprochable. Aux acteurs maintenant innocents Godonou de jouer leur partition, même s'ils réclament davantage de meilleures conditions de travail en matière de plateau technique. Oui, ben, vous savez très bien que, Julio l'a dit, le plateau technique est installé, optimisé. Et aujourd'hui, il est difficile pour les acteurs même de dire que nous ne sommes pas dans de très bonnes conditions de travail. Tout est déjà installé. Le contrôle aussi est là. Ce qu'on leur demande, c'est de faire preuve de professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs ont la responsabilité d'implémenter la vision du gouvernement à travers la santé publique qui est très cher en fait, au gouvernement en place, parce que naturellement, on ne peut pas diriger un pays avec des patients, avec des malades ambulants. Donc il faut forcément assurer une certaine sécurité sanitaire. Et là, avec tout ce qui est installé, je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les acteurs de se plaindre. Maintenant, après, on parle des conditions de vie et de travail, des conditions de vie et de travail, amélioration salariale. Je pense que le gouvernement a à cœur de le faire progressivement. Mais aujourd'hui, si les Béninois se portent très bien, c'est quand même un développement moral, c'est une satisfaction morale, d'abord même pour les acteurs. Et quand le gouvernement, quand en fait, la confiance est restaurée entre les acteurs et puis les bénéficiaires, je pense qu'eux-mêmes, ils doivent pouvoir se rendre compte que désormais, nous sommes utiles. On n'est plus délaissés comme avant, où on doute un peu de nos compétences, même s'il y avait parmi eux aussi des gens qui avaient la compétence de guérir, de faire de bon travail. Mais là, la perception a complètement changé. Et déjà, le changement de perception, et avec la volonté aussi du gouvernement. Et surtout, vous parliez aussi du contrôle. Je pense que les contrôleurs sont très importants pour le suivi et évaluation, parce que toutes les normes qui ont été mises en place, la qualité du travail, la qualité de l'offre qui se donne, et tout ça là a besoin des contrôleurs qui doivent vérifier le respect scrupuleux, respect scrupuleux. Et donc, dans ce sens-là, je pense que c'est un bonus, c'est une valeur ajoutée que le gouvernement est en train de mettre sur cette réforme qui vise à pérenniser, pourquoi pas,
en fait, un service de qualité. Et Absolument. ce service de qualité, nous avons besoin dans notre pays. Et ça se fait déjà dans les hôpitaux. Voilà, on a fini, Juliette Ometti, on a fini. Oui, on a trop fini. Je vais ajouter un dernier élément. Je ne sais pas, sous réserve de ce que je vais fouiller le droit béninois en matière de santé, il y a un dernier élément. Quand je prends la notion de diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins sanitaires, ce qui sonne comme un aveu de ce que, véritablement, dans nos centres de santé, que ce soit privé ou public, les patients, il arrive que des patients subissent des préjudices. Il faut donner maintenant, en fait, les moyens d'ordre légal, les moyens d'ordre légaux aux patients, en fait, de pouvoir engager la responsabilité, soit des agents de santé, soit des centres de santé, lorsqu'ils sont victimes, en fait, de préjudices à l'occasion de leurs soins. Ce n'est que réparation, ce n'est que justice. Il s'agit, en fait, comme on l'appelle, de réparation de dommages causés à autrui. Et donc, nous n'avons pas, en fait, cette culture. Il faut que ça vienne. Il faut que le médecin... Voilà, si c'est la méconnaissance. Donc, il faudra davantage encore appuyer, en fait, sur cette sonnette-là pour véritablement activer le professionnalisme au niveau de nos agents de santé. Merci à chacun de vous, Innocent Godonou, Boniek Anagounou, Juliette Ometti. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour le débat de ce soir. Nous avons débattu de deux sujets. Cette manifestation du CODB et également cette mesure gouvernementale qui vise à renforcer la confiance des patients dans les soins de santé au niveau des formations sanitaires. Merci pour votre fidélité. Le programme se poursuit. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. E-Télé avec vous, pour vous.